bienvenue sur Malentendu. Ici, ça parle de tout sans tabou pour t'informer, t'instruire et te faire réfléchir. Moi, c'est Mel, celle qui te chope ce qu'il faut, ta bestie de l'info. Installe-toi confortablement. Au sommaire, on s'attaque à la journée nationale de la résistance qui est organisée le 27 mai. Ensuite, on s'active sur le nouvel examen du projet de loi fin de vie qui rentrera en vigueur le 30 mai. Et pour finir, on termine avec le festival des Noctambules, proche de la ville de Bordeaux, le 30 mai. Allez, c'est parti! En 1944, des hommes et des femmes sortis de l'ombre ont écrit quelques pages un projet de société qui allait transformer la France pour des décennies. On l'appelle le programme du CNR. La sécurité sociale, les retraites par répartition, la liberté de la presse, les nationalisations, etc. Tout ça est né là, dans la clandestinité, entre résistants qui ne savaient pas s'ils seraient vivants le lendemain. Alors, le 27 mai, lors de la journée nationale de la résistance, on se pose une question simple mais pas anodine. Que reste-t-il de ce programme historique? Mais surtout, qu'est-ce qu'on en fait? En 1944, avant même la fin de la guerre, le CNR publie son programme intitulé Les Jours heureux. Ce texte pose les bases d'un État-providence à la française, articulé autour de quelques piliers fondamentaux. La sécurité sociale est créée par Ambroise de Croizat et Pierre Laroque en 1945. Elle repose sur un principe révolutionnaire. Chacun cotise selon ses moyens, chacun reçoit selon ses besoins. Pour la première fois, un ouvrier peut se soigner sans la craindre d'être ruiné. Les retraites par répartition est le principe qui est simple et solitaire. Les actifs financent les retraités d'aujourd'hui en échange de la promesse que les actifs de demain feront pareil. En gros, c'est un contrat entre générations. La liberté de la presse est le point d'orgue de ces piliers fondamentaux, surtout après 4 ans de presse collaborationniste et censurée. Le CNR pose l'indépendance des médias comme condition démocratique essentielle. Des titres comme Le Monde ou Libération naissent dans cet esprit. Les nationalisations comme Renault, les grandes banques, EDF et GDF passent sous contrôle public. L'idée est que les secteurs stratégiques ne soient pas soumis au seul intérêt privé. En moins de 2 ans, la France en ruine pose les fondations, ce qui sera pendant 30 ans les 30 glorieuses. Depuis les années 80, ce modèle est attaqué, réformé et renié. Et parfois au nom de la modernité, parfois au nom des contraintes budgétaires. Les retraites, c'est le symbole le plus brûlant. La réforme de 2023, passage à 64 ans, a cristallisé une fracture profonde dans la société française. Des millions de personnes dans la rue, un 49-3 pour forcer le passage. Beaucoup y ont vu non pas une réforme technique, mais une trahison symbolique de ce que le CNR a voulu construire. La société sociale tient, mais sous pression constante entre déremboursements progressifs, déserts médicaux et hôpitaux en sous-effectifs chroniques. Le principe universel résiste. Mais l'accès réel à des soins de qualité, lui, se facture selon les territoires et les revenus. La presse est peut-être la rupture la plus visible. Aujourd'hui, une poignée de milliardaires comme Bolloré, Niel, Brahi et Arnault contrôlent la majorité des grands médias français. Le CNR voulait une presse indépendante de pouvoir économique. Et on en est loin. Les services publics ont des privatisations successives, l'ouverture à la concurrence, la réduction des effectifs dans l'éducation, la justice. L'État se retire là où le CNR avait voulu qu'il soit présent. Mais on peut se poser la question sur le paradoxe, s'il est vertigineux ou non. Des hommes et des femmes vivaient sur la menace permanente de la torture et de la déportation, ont réussi, en quelques mois, à s'accorder sur un projet de société en commun, à l'écrire et à le mettre en œuvre dès la libération. Dans des conditions infiniment plus difficiles que le nôtre, alors la question, elle est là. Qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui? Pas les idées, elles existent. Toutes part. Pas les moyens, la France reste l'une des économies les plus riches au monde. Ce qui manque peut-être, c'est l'urgence. La guerre rendait tout évident, il fallait choisir son camp, agir et construire. Aujourd'hui, on est en entre-deux inconfortable. Les crises s'accumulent entre climat, démographie et sociale, mais elles sont suffisamment lentes pour qu'on puisse toujours remettre à demain. En 1943, Jean Moulin réunissait dans la clandestinité des gens qui ne se ressemblaient pas, qui ne pensaient pas pareil, qui venaient d'horizons politiques opposés. Et pourtant, ils ont réussi à s'asseoir autour d'une table et à écrire ensemble un projet pour la France. Pas un projet de survie, un projet d'avenir. Les jours heureux, c'est le titre qu'ils ont choisi. Des gens qui vivaient dans la peur, dans l'ombre, sous la menace permanente, qui rêvaient de jours heureux pour un pays qu'ils ne savaient pas s'ils verraient libéré. Le 27 mai, on commémore cette journée. Mais commémorer ne suffit pas. La mémoire sans la transmission, c'est juste de la nostalgie. Alors je te pose une question. Qu'est-ce qu'on en fait? Et qu'est-ce qu'on va transmettre, nous, à ceux qui viennent après?
Ce nouvel examen est la troisième lecture d'un texte qui navigue depuis plus d'un an entre les deux chambres du Parlement, sans parvenir à un accord. Le chemin parcouru est considérable. La proposition de loi a d'abord été adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture le 27 mai 2025 par 305 voix pour et 199 voix contre. Puis le Sénat l'a rejetée en première lecture le 28 janvier 2026 par 181 voix contre et 122 pour. Les députés l'ont ensuite réadoptée. L'Assemblée nationale l'a adoptée en deuxième lecture le 25 février 2026, 299 voix pour, 226 contre et 37 abstentions. Enfin, le texte a été transmis au Sénat pour une deuxième lecture, examiné et modifié par la Commission des affaires sociales le 29 avril, puis à nouveau rejeté par les sénateurs le 12 mai 2026, revoyant le texte à l'Assemblée nationale pour une troisième lecture. La proposition de loi prévoit d'autoriser une personne qui en a exprimé la demande à recourir à une substance létale sur certaines conditions, afin que cela l'administre elle-même ou, lorsqu'elle n'est pas en mesure physiquement d'y procéder, qu'elle se le fasse administrer par un médical ou un infirmier. Ainsi, l'aide à mourir recouvrirait à la fois le suicide assisté et l'euthanasie. Le texte crée ce droit pour les malades majeurs condamnés par une affection grave qui en ont exprimé la demande. Une clause de conscience est prévue pour les professionnels de santé qui refuseraient de participer à la procédure. Après 7 heures de débat, 151 sénateurs contre 118 ont rejeté pour la deuxième fois la proposition de loi. Convaincus des graves dérives que ferait courir un texte avalant une pratique très extensive de l'aide à mourir, la Commission des affaires sociales du Sénat a maintenu sa position, en adoptant un texte proche de celui qu'elle avait défendu en première lecture. Malgré ce nouveau jet sénatorial, le parcours législatif n'est pas clos. Le gouvernement conserve la possibilité de donner le dernier mot à l'Assemblée nationale qui a adopté le texte à 2 reprises. Cette option rappelle que, constitutionnellement, l'Assemblée peut, en dernière instance, imposer sa version d'un texte lorsque le gouvernement le décide. La volonté politique est clairement affichée. La présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, a déclaré vouloir que le texte soit adopté avant l'été 2026 et qu'il puisse entrer en application avant la fin du quinquennat. Emmanuel Macron avait de son côté indiqué vouloir aller au bout du travail législatif sur la question de la fin de vie dans la dignité, sujet sur lequel il s'est engagé en 2022 d'après LCP. La genèse de ce texte remonte à plusieurs années de travail démocratique. En décembre 2022, une convention citoyenne sur la fin de vie a réuni 184 citoyens tirés au sort pendant 27 jours et 75,6% se sont positionnés en faveur d'une légalisation à l'aide active à mourir, considérant le cadrage légal actuel insuffisant. La France rejoint aussi le débat que mènent plusieurs pays européens comme la Belgique, les Pays-Bas, l'Espagne et le Luxembourg, qui ont déjà franchi ce pas, mais dans un contexte institutionnel particulier. Le désaccord persistant entre l'Assemblée et Sénat illustre la profondeur des divisions éthiques, médicales et philosophiques que soulève la question de mourir dans la dignité. Ce 30 mai, une soirée musicale est organisée à part. Pas en ville, pas en salle, mais au cœur du vignoble de Saint-Aubin-de-Médoc, à une vingtaine de minutes de Bordeaux. Le concept se joue sur le contraste entre la douceur des rentes des vignes et l'électricité d'une scène nocturne entre lumière, son et ciel étoilé. Le Festival des Noctambules a été créé en 2001 à l'initiative de la mairie de Saint-Aubin-de-Médoc. C'est le premier événement culturel organisé par la ville et il est entièrement gratuit. Depuis plus de 20 ans, il défend une programmation ouverte et populaire entre énergie collective et diversité des styles. La plaine des sports de Saint-Aubin-de-Médoc accueille cette 23e édition le 30 mai. Dès 16h, animations, activités et spectacles musicaux rythment l'après-midi. Une fanfare ouvre le bal, un village d'artisans créateurs est présent et plusieurs food trucks assurent la restauration. À partir de 19h, 6 concerts gratuits se succèdent sur 2 scènes. Mais pourquoi c'est original ? La scène musicale bordelaise déborde largement des quais et des salles du centre-ville. Des festivals comme les Noctambules misent sur l'ancrage territorial. Le Médoc est ici à la fois un décor, une identité et un argument touristique. Une soirée dans un chai ou au pied d'un château, c'est une expérience que ni Paris ni Lyon ne peuvent facilement répliquer. Ce type d'événement s'inscrit dans une tendance forte en Nouvelle-Aquitaine, attirer des festivaliers sur tout le week-end. Le festival devient un prétexte au séjour, pas seulement à la sortie. Pour Bordeaux Métropole, c'est aussi un outil de déconcentration pour faire vivre les communes périurbaines plutôt que tout centré sur la rive gauche. Intitulé La nuit comme identité, le programme est chargé.
Les noctambules revendiquent la nuit, l'heure où le vignoble change de visage, où les lumières du château suffisent à créer une atmosphère que le jour ne peut offrir. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Merci de m'avoir écouté, mais ne pleure pas, toi et moi, on se retrouve tous les dimanches dans un nouvel épisode. C'était Mal sur Malentendu, le podcast qui te fait tendre l'oreille.